Café Noir, une émission présentée par Nadir Hadawi. Bonjour, ce matin, je suis heureuse de recevoir dans Café Noir Taïb Maala. Bonjour Taïb Maala. Bonjour Nadia. Taïb Maala, journaliste au Journal du Québec. De Québec. De Québec, pardon, oui. Donc, tu fais 5 ans de droit à Tunis, puis tu pars au Canada en 2001, où tu fais une maîtrise en communication publique. Oui. De toute façon, le journalisme et la com, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Oui, absolument. Et on peut dire que toutes les fois où il faut que tu sois de l'avant, que tu te battes pour des gens qui ont été empêchés de s'exprimer, tu as toujours été là. Que ce soit pour signer le communiqué, le boycott de 2004 pour la représentation électorale de Ben Ali, que ce soit pour la Palestine, que ce soit après le 14 janvier où on t'a vu parler et défendre même les autres, quoi. Tu as parlé de l'Égypte avant que l'Égypte bouge, hein. Tu étais aussi en contact avec Zouhair Yahyaoui et Tounsi. Donc c'est pour ça que tu étais dans l'hommage qui lui a été rendu l'année dernière. Tout à fait. Et même en 2010. Ouais. Et puis tu as une histoire avec Chirimem, on en parlera tout à l'heure. C'est bien, c'est une belle présentation. On a dit que tu es tombé dedans quand tu étais petit. Oui. Tout ça, c'était donc... Et puis, bien sûr, comme tu es au Canada, on va parler de Belhassan Trabelsi, dont tu as suivi le périple. Oui. Hein, et comment le Canada et la Tunisie ont aboli les distances tout d'un coup. Et on a commencé à parler comme si on était concomitants, quoi, alors que les distances sont énormes. Oui, mais il y a un intérêt dans la mesure où il est là-bas depuis janvier 2011, justement. Donc, c'est sûr qu'il y a l'intérêt. Et puis, donc, selon ma petite enquête, tout le monde était d'accord pour dire que Taïb Maala... Dois-je être inquiet? Pas du tout. Vérifie son info par 10 fois avant de la publier. En fait, c'est ça le vrai journalisme. Et il y a une anecdote, ça on dit toujours que quand la mère d'un journaliste lui dit je t'aime mon fils, il doit téléphoner à 3 sources pour s'assurer que c'est vrai. Et commencer par qui? Par le papa? Il trouvera des gens pour lui confirmer ça, mais c'est sûr qu'il faut... Bon, ça c'est le vrai journalisme. Donc nous on a perdu l'habitude, mais en fait c'est aussi parce qu'il y avait les réseaux sociaux, le web a changé beaucoup de choses, avec des intox incroyables. Effectivement. Bon, là, et ça ne date pas de l'après 14 janvier, mais c'était déjà le cas avant, même en pleine révolution. Avec les rumeurs et tout. Oui. Donc, tu as très bonne réputation, tu es un journaliste hors pair. On aurait un peu besoin de toi ici, mais bon, quand tu décideras de rentrer définitivement en Tunisie. Je vous ferai signe. Voilà, je ne dirai pas plus pour l'instant. Donc, on va tout de suite commencer par cette passion pour le journalisme et la com, Taïb Maala. Bien sûr, tu es tombé dedans quand tu es petit, ça c'est sûr. Hein, mais tu fais du droit, après tu pars, tu avais déjà l'idée d'être dans le journalisme ou... Même en faisant mon droit en Tunisie à partir de 96, j'étais en même temps journaliste, j'écrivais dans Réalité, dans Tunis Hebdo, dans Allemand. Oui, c'est vrai, t'as commencé Allemand, ici. refait en arabe. J'étais correspondant du journal Le Soir belge ici en 2000 et 2001 sur des sujets comme, notamment à l'époque, on en parlait déjà, c'était la censure d'Internet, tous les procès contre la Ligue tunisienne des droits de l'homme à l'époque. Donc, en choisissant le droit, ça a été essentiellement pour la formation que ça permettait. Mais j'ai pas vraiment dévié de mon objectif premier qui était vraiment d'être journaliste, et j'ai pu continuer après au Québec en faisant un 3e cycle à l'université Laval à Québec en communication publique. D'accord, et donc c'est un métier où tu es bien, quoi. T'as pas d'autres... il n'y a pas plus beau métier, je pense. Et t'as un blog sous donc le Journal de Québec qui s'appelle Couscous et Poutine. Pourquoi Couscous et Poutine Alors c'est comme le mélange. Le poutine, ce qu'il faut comprendre, on parle pas du président russe ici. La poutine est un plat québécois composé de frites, de sauce brune et de fromage. Donc c'est ça. J'ai bien aimé le titre là. C'était Couscous et Poutine. Ça me définissait un peu. Et comme je suis gourmand là, donc j'ai choisi un titre de blog avec de la bouffe. Donc voilà.
Et pour mélanger les deux plats aussi. Ou qui se mélangent pas vraiment, hein, par ailleurs, là, mais bon. Les deux on essaie. cultures. Oui. Et donc, tu as choisi de te spécialiser aussi dans le journalisme provincial. Tu travailles beaucoup sur la province, donc sur le Québec, sur Québec. Oui, j'ai couvert longtemps la politique C'est un québécoise. choix assez particulier. En fait, il faut beaucoup de patience pour suivre tout ce qui est information provinciale, ou pas? Non, c'est-à-dire que c'est une opportunité de carrière que j'ai eue de couvrir en 2010 et 2011 la politique québécoise spécifiquement. Oui. Je ne le fais plus. Maintenant, je suis à la rubrique générale, donc dans le Journal de Québec. Donc, ça peut être de la politique municipale, ça peut même être des faits divers, ça peut être beaucoup de choses. Là, ça change vraiment de jour en jour. Ça peut être un peu d'international aussi. Ils savent que j'ai un intérêt particulier pour la Tunisie, oui. donc tout ce qui est affaire Belassane Trabelsi, tout ce qui est Imem Jeziri, on pourra en parler plus tard. Donc c'est sûr que ça me donne le champ libre d'explorer des sujets qui m'intéressent particulièrement, notamment les sujets liés à la Tunisie. Oui, justement, parce qu'il y a quelque chose que j'ai gardé pour tout à l'heure, mais je vais le dire. Oui. Tu es presque le premier à avoir créé le hashtag Sidi Bouzid. Oui, à 50 secondes près. J'étais convaincu que j'étais le premier, mais bon, et donc, c'était pas moi. tu as tweeté sur Sidi Bouzid, quand tu étais déjà, tu devais être dans un voyage bien particulier. Non, je n'étais pas en voyage, c'était le jour de mes noces. Tu as fait, oui. C'était le jour de mes noces, donc j'étais caché dans la salle de bain à m'occuper de Sidi Bouzid au lieu de m'occuper de ce qui se passait à l'extérieur. C'était le 17 décembre 2010, donc. Et quand les premières dépêches sont arrivées sur quelqu'un qui s'est immolé par le feu, évidemment, on ne pouvait pas rester à côté de cette information. Donc, on essayait de recouper les infos, faire des appels là-bas à Sidi Bouzid pour comprendre ce qui s'était passé et tout ça. Oui, Taïmral, on a vu ce que sur YouTube, les mots, que tu as pris le micro, tu as pris la parole, il y avait beaucoup d'émotions. Ouais. Quel était à ce moment-là ton sentiment, toi qui as été empêché de rentrer en Tunisie quand même pendant 9 ans, hein, ouais. il faut le rappeler. Ouais, de 2001 à 2010, ouais. Je suis rentré juste avant la Révolution, 6 mois avant, j'avais décidé de rentrer pour quelques semaines. Mais c'est clair que c'était l'aboutissement d'un rêve, j'allais dire inespéré, parce que évidemment on souhaitait que ça se passe, mais à un moment donné on n'y croyait pas toujours trop. Et mais c'est vrai, il y a eu des discours là à Québec le 8 janvier qui ont pas mal circulé, même ici là grâce à Facebook justement. Donc ça permettait de donner également un élan pour montrer aux gens qu'ils n'étaient pas isolés à l'intérieur, qu'on savait ce qui se passait et qu'il y avait des Tunisiens et des non-Tunisiens à l'extérieur qui se mobilisaient et qui réalisaient qu'il se passait quelque chose dans le pays. Ouais, justement, donc tous les gens, tu as parlé des gens exilés quand tu as pris la parole avant le 14 janvier, tu parlais des gens qui étaient en exil, qui étaient privés de rentrer, privés de passeport, et dans les familles ont subi le contre-coup de la censure, de la dictature. Mais j'insistais surtout sur des secteurs qui ne bougeaient pas à l'époque vraiment en Tunisie. Je disais surtout au niveau local et au niveau syndical, je parlais beaucoup des avocats, de l'enseignement secondaire qui bougeaient de façon merveilleuse, alors que d'autres corps de métier, les ingénieurs, les médecins, où la mobilisation n'était pas toujours au rendez-vous, c'est probablement lié à l'histoire syndicale récente de ces secteurs-là, mais il me paraissait important là de dire qu'il n'était pas normal de laisser uniquement les avocats puis quelques initiatives locales, et sinon le régime allait rapidement pouvoir isoler ces gens-là puis les arrêter, ce qui s'est passé d'ailleurs parce qu'il y a eu de nombreuses arrestations y compris dans ces secteurs-là. Donc il me paraissait important d'axer mes discours à l'époque à ce moment-là, tout en sachant pertinemment, évidemment on parlait au Québec, on était à 8000 km, mais en sachant que les vidéos allaient circuler, et ça a donné un élan. Là, mon ami Abna Sarawi me l'a raconté par la suite, il me dit oui, certes vous étiez peut-être une trentaine ou une quarantaine de personnes, mais ici là ça circulait très très rapidement, et ça nous permettait ça nous donnait une bouffée d'oxygène. Oui, on a l'impression que beaucoup de temps a passé, mais en fait ça fait pas longtemps que tout ça est arrivé. Quand on revoit
avec lenteur. Comment on dit là, j'ai oublié le mot, la vidéo. Quand on revoit tout ce qui s'est passé, c'est presque hier. Et donc, Taïb Maal, je voudrais revenir. Donc, tu viens en Tunisie une année après, tu interviews le président Moussa Marzouri. Oui, janvier dernier, oui, absolument. Et donc, déjà, tu as pu peut-être faire un retour en faisant cette interview, toi-même en tant que journaliste, toi-même en tant que citoyen tunisien qui n'est pas rentré depuis des années, et puis l'impression que tu as laissé cette interview. Parce que certainement... déjà, c'était très émouvant de la faire. Ouais. Parce que... Vous avez signé ensemble ce fameux boycott en 2004. Oui, l'appel au boycott des élections, où il avait sorti à l'époque sa fameuse phrase « La yaslah wa la yaslah ». Oui. Donc, oui, c'est une histoire ancienne. On se connaissait avec quelques amis à l'époque, à la fin des années 90 et début des années 2000. C'est sûr qu'on ne peut s'empêcher à penser à l'époque où il était impossible de prendre un café. Les gens ne le réalisent pas toujours, mais un rassemblement de 3-4 personnes qui a osé prendre un café quelque part pouvait entraîner la fermeture temporaire de ce café et l'expulsion. Ça, on a des cas où le gérant du café arrivait et dit « Regardez, là, j'ai pas le choix, je vous demande de partir ». Donc, c'est terrible. C'est sûr que faire cette interview, ça avait valeur de symbole. Et elle est disponible sur YouTube en cherchant Marzouki, puis avec mon nom de famille, Moala. Il y a la possibilité de l'avoir, mais ça permettait d'avoir un document historique à un moment donné. Janvier 2011, il était élu depuis un mois comme président. Il a été élu le 12 décembre 2011, si je me trompe pas. Ça permettait de faire le point et de voir un peu quelle était sa vision des choses. C'est sûr que c'est émouvant. Et tu l'as trouvé changé, le président Marzouri, quand il était... la première question que tu as posée d'ailleurs quand il était à cette fonction. Oui, je savais pas comment l'appeler. Là, est-ce que c'est Monsieur le Président? Est-ce que c'est professeur? Est-ce que c'était assez particulier? À l'époque, il me semblait un peu fatigué et tout ça, puis conscient de la lourdeur, de la tâche là, mais il a bien accepté là, avoir 50 minutes avec un président. Moi qui couvre la politique québécoise, je sais que c'est beaucoup de temps là. C'est généralement quand on obtient 4-5 minutes là avec un haut responsable, c'est déjà beaucoup, mais avoir une entrevue de fond, je trouvais ça bien et ça permettait de clarifier certaines choses, beaucoup de questions et ça a été repris là. J'ai repris une partie de cette interview dans mon propre journal de Québec, dans le Soir belge, dans le Temps suisse et il y avait un intérêt mondial qui existe encore pour la Tunisie. Oui. Taïb Maal, les Tunisiens à l'étranger, justement, que beaucoup, ont découvert pendant les événements de la Révolution, à travers YouTube, à travers ce qu'ils ont fait pour dénoncer la corruption, pour pousser les gens à les aider, ce que tu viens de dire. Cette génération-là, on a pu la voir vraiment pendant cette période-là. Pourquoi les gens n'avaient pas saisi que cette génération-là avait d'autres aspirations? Pourquoi il a fallu attendre la révolution tunisienne Je crois qu'il y avait comprendre. Il y avait une grande spirale de silence où souvent les gens ne se connaissaient pas. C'était parfois des initiatives individuelles où les gens découvraient par la suite. Et il était quasi impossible d'organiser moi j'ai essayé d'organiser des conférences avec des opposants tunisiens au Québec par exemple, et on le faisait, mais les gens étaient terrorisés même à des milliers de kilomètres. Tu avais des gens des consulats, des ambassades qui venaient, donc moi, je vais être là, on va dire que j'étais là à une rencontre avec un opposant, je pourrais pas rentrer l'été en Tunisie. Donc il y avait le régime de Ben Ali, au-delà de sa répression qui existait, avait réussi à instaurer une petite matraque et un petit flic dans la tête de à peu près tous les Tunisiens, que même si la répression n'était pas directe, les gens s'auto-réprimaient, s'auto-censuraient et devenaient convaincus qu'ils étaient tous sous écoute, ce qui est peut-être pas toujours le cas, là, c'est pas vrai, là. Même c'était un état policier, là. Puis même, donc il avait réussi à implanter cette culture de la peur. Et alhamdoulilah, heureusement on espère que c'est derrière nous et que il n'y a pas un seul gouvernement, il n'y aura pas un seul pouvoir qui pourra gouverner la Tunisie telle qu'elle a été gouvernée
disons, les 50 dernières années, pas juste Ben Ali. Je parle aussi de cette jeune génération qui tweet, qui utilise les nouveaux réseaux sociaux, les médias sociaux. Le Twitter devient presque une prothèse, hein. On dirait que ça fait partie. Oui, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, un peu ouais. beaucoup des fois. Donc quand même, c'est une génération qui est restée connectée. Hein, Ouais. quoi qu'on dise, Tunésine, ce que tu as suivi Tunésine depuis le Canada, tu as pu rencontrer Zouhair Yahiwi et tu dis que tu es tout le temps sur Twitter. On a l'impression qu'il y a eu des sortes de think tank sur Twitter depuis avant la révolution. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Et là, on s'est rendu compte que cette génération-là, elle pense autrement. Et que donc tel père, tel fils dont on parlait l'autre jour ne pouvait pas être tout à fait vrai. Peut-être, on a l'impression, je dirais presque une génération spontanée, mais c'est pas comme le pense Coluche. Hein. Non, c'est jamais aussi spontané que ça. Pas totalement, mais Tunésine, c'est vrai que c'est le qu'il y a eu une évolution. Hein. Ouais. Il y a une grande évolution. Non, ce n'est pas parti du néant, de rien. Il y a toujours eu des gens, malgré tout, malgré la censure, qui ont milité dans ce pays. C'est toutes les accumulations. Et il y a eu des accumulations. Tu as évoqué Tunésine. C'est une autre culture. Tu as évoqué Tunésine. Zouhair Yahiwi est décédé en 2005, arrêté avant en 2002, passé 1 an et demi en prison à cause de ce site dissident où il ridiculisait Ben Ali. Nous étions une petite équipe de 5 ou 6 personnes derrière Tunésine. Et quel plaisir aujourd'hui de voir un graffiti à Jean Jaurès avec le visage de Zouhair Yahiwi. Et les gens qui passent et qui demandent c'est qui. Quel plaisir d'avoir pu organiser l'année dernière un hommage chez lui à Ben Arous. Et cette année, c'était un hommage plus officiel au palais où on lui a remis à titre posthume une distinction de la République. C'est une bonne chose. On va écouter un petit extrait que j'ai choisi pour toi, Taïb Maala. Le disque du jour. L'invité du jour. Bonjour, notre invité aujourd'hui est Taïb Maala, journaliste au Journal de Québec. Rebonjour Taïb Maala, je vois là que tu tweets l'émission. Ça y est, j'ai dit RTCI qui met du chérimem pour moi, c'est très gentil, merci.
Alors, on a écouté un extrait de Abou, bien sûr, les chansons de Chirimem, on sait que ça dure au minimum 10 minutes. Pas toutes. Hein? Pas Plus? toutes. Non, pas toutes. 10 minutes. Il y en a de 3-4 minutes, non? Bon, comme c'est des D'accord. extraits qu'on a Oui. des concerts, donc elles sont toutes un peu longues, D'accord. enfin dans la base. Alors, ton histoire d'amour avec Chirimem depuis que tu étais tout petit, et où une fois, échappant à la surveillance de tes parents, tu allais dans les coulisses pour lui dire que tu allais passer son séjour chez tes parents. Alors, c'est Ah. quoi cette histoire avec Chirimem? Ah, c'est une histoire qui remonte à longtemps. Là. J'écoutais les cassettes. Mon père me faisait écouter des cassettes probablement depuis que j'avais 3-4 ans. Et il y a eu l'opportunité en 1991. Il était là pour le Téléthon à l'époque. En décembre 2011, il y avait un spectacle, je pense, c'était au Palais des Congrès. Et à un des entr'actes, je me suis faufilé, je ne sais trop comment, sans le dire à mon père. Je me suis planté devant Chirimem et je lui ai dit... vous le savez pas encore, mais vous allez passer la nuit chez nous. Il m'a dit Amrak, il était d'accord. Et on a passé 3 jours et c'était merveilleux là. Donc, Chirimem, c'est un géant de la musique engagée égyptienne et arabe. Et tant mieux si aujourd'hui les gens commencent à le redécouvrir. Il y a tous les jeudis un club des amis de Chirimem à Dar Thaqafa Brachir, tous les jeudis à 4 heures, qui se rassemblent pour chanter les chansons de Chir et pour parler de lui et de son œuvre qui est un patrimoine humain énorme. Justement, tu as suivi ce retour sur tout ce qui est culture alternative à la maison de culture Ben Alachir avec Choukri Latif, là à la direction de cette maison qui a relancé beaucoup de choses. Ben, on a récupéré Tu as même filmé, une fois. Oui, c'était un plaisir. Vous avez récupéré Ben Alachir. Oui, on a récupéré Brachir, c'est-à-dire que même les gens les plus âgés me disaient on passait devant Brachir et on était triste avec de la voir dans cet état où il se passait strictement rien. Et tout d'un coup, là, le 4, 5, 6 mai, il y a eu un festival de la musique alternative dédié à la mémoire de Hamadi Ajimi, qui est décédé la même semaine que Chirimem. Et voir une jeune, par exemple, de 15 ans qui chante Chirimem parfaitement, ça a été un plaisir énorme. Taïmara, est-ce que tu crois que la culture, justement, puisqu'on parle de culture, va survivre, va être reconquise, parce que la dictature aussi a massacré la culture, à la politique, à la récupération islamiste. C'est le champ qu'il faut absolument, c'est le champ qu'il faut investir, c'est la manière la plus efficace de résister, évidemment. Évidemment, ça va de soi. Ça va de soi. C'est une façon de lutter là, de rappeler toute cette culture là, de montrer ce qui a été fait et pas seulement de répéter ce qu'il y a eu dans le passé. Il y a un tel foisonnement là, le début mai là, quand on écoutait, il y avait des groupes qui n'étaient pas montés sur scène depuis 10, 15, 20 ans, qui revenaient, qui commençaient à produire des choses pour parler de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, des dernières années. Donc il y a un foisonnement, absolument génial et qui va produire et la société tunisienne sait très bien se défendre. Alors, on va revenir donc à cette histoire de Belhassan Trabelsi. Tu as suivi un peu donc ce périple, là, tu es même allé dans l'hôtel où il était avec sa famille. Je l'ai manqué de quelques heures. Je l'ai manqué. Et il a été déchu donc de son statut de résident permanent. Oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Très bonne question. Ouais. C'est-à-dire que oui, je l'ai suivi dès le début. J'ai même sorti l'information de son arrivée. Oui. J'avais pas encore le nom. Je savais que c'était un des frères de Leila Trabelsi qui venait d'arriver avec sa famille à Montréal. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a dans le cas de Belhassan Trabelsi, il est important de préciser qu'il y a 2 dossiers différents. Le premier qui est celui de la résidence permanente, c'est-à-dire que lui, en 99, a obtenu son statut de résident permanent. Donc c'est comme ça que les autorités canadiennes n'ont pas eu le choix de le laisser atterrir en janvier 2011 quand il est arrivé. Mais on a très rapidement découvert qu'il n'avait pas passé 2 des 5 dernières années au Canada. Donc ça lui a été enlevé. Lui est allé en processus judiciaire pour pouvoir le récupérer et ça, il n'a pas pu. Donc, il a perdu son statut de résident permanent. Est-ce que ça signifie automatiquement qu'il est expulsé? Non.
c'est qu'il a déposé une demande de statut de réfugié, donc une demande d'asile, et cette demande-là, c'est entouré de beaucoup de secrets, c'est-à-dire que les audiences sont à huis clos, même les dates, on ne les connaît pas à l'avance, parce que souvent c'est des audiences sensibles, des gens qui affirment à juste titre ou non là qu'ils peuvent être persécutés dans leur pays. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sécurité autour de ça, les informations filtrent très difficilement, mais là ce qui lui reste c'est la demande d'asile. Mais si on lit les attendus de l'autre décision sur la résidence permanente, il est clair que la lettre d'excuse qu'il a faite, où il dit avoir commis des erreurs, où il s'excuse au peuple tunisien, où il dit qu'il est prêt à rentrer en Tunisie, il est clair que ça peut jouer contre lui. C'est-à-dire que le juge peut tout à fait se dire, si vous-même vous reconnaissez avoir fait des erreurs, vous reconnaissez que vous êtes prêt à rentrer, ça peut paraître contradictoire avec le fait de dire que vous faites une demande d'asile parce que vous craignez pour votre sécurité. Je ne veux pas anticiper sur la décision d'un juge canadien, il va le faire de façon indépendante, mais même dans les attendus de la décision sur la résidence permanente, on a évoqué cette lettre d'excuse pour montrer une certaine contradiction dans les propos de Belhassan Trabelsi. Donc, est-ce que par cette lettre, est-ce qu'il cherche un stratagème ou une hila pour trouver comment rester, comment demeurer au Canada? Ce n'est pas impossible, ce n'est pas à exclure, mais ça va être à suivre de près et généralement c'est des délais d'1 an et demi. Comme il est là-bas de 1 an à 1 an et demi, on pense que ça peut être très bientôt, là, les audiences concernant la demande d'asile. Le dossier est en train de s'accélérer, la portion judiciaire du dossier. Après ça, il est important de savoir qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre la Tunisie et le Canada. Donc, le jour où si jamais un juge décide un jour qu'il va être expulsé, est-ce qu'après ça, on va être au niveau des tractations politiques? C'est pas à exclure. La déclaration officielle de la présidence et du gouvernement, ça a toujours été la même ligne, ça a été de dire, nous, on lui garantit un procès équitable. Oui. Et pour avoir parlé à son avocat en Tunisie, l'avocat de M. Trabelsi, lui me dit que ça a été bien accueilli de leur part d'avoir ces assurances du gouvernement tunisien de dire qu'il y aura procès équitable. Est-ce que ça veut dire qu'on le verra demain matin ici en Tunisie? Probablement pas, mais disons que le dossier avance. Oui, voilà un beau hashtag Hila. Voilà hashtag Hila. Oui, Hiel, c'est Sadri Kheri qui l'avait sorti dans son livre Le délitement de la cité, je pense. Il avait utilisé le mot Hiel. Je pense qu'il l'avait récupéré de Arbi Chouira, mais on cherchait vraiment une belle traduction là, de stratagème. Là, puis je pense Hiel. Oui, notre ami Sadri Kheri, on espère l'inviter ici à Café Noir. J'ai pas le temps de te poser la dernière question. Je te la poserai au 9, hors micro. Hein. Je voudrais juste rappeler que pour ceux qui veulent connaître Taïb Mahal, moi je dis qu'il faut suivre les hashtags Sidi Bouzid, donc Baja et Citation rêvée. Ah d'accord, Citation rêvée, oui, quand effectivement. Même. Oui, Citation rêvée. C'est imaginer des personnages qui font des citations avec un peu d'humour absurde, pardon. C'est pas moi qui l'ai créé le hashtag, là, c'est mon ancien patron. Je pense au Journal de Québec, là, Michel Hébert qui l'a créé et c'est génial parce qu'on imagine des personnages dans différentes situations qui font des citations rêvées, donc c'est pas de vraies citations, faut pas se tromper là. Alors, même si on rêvée de Taïb Mahal, ça serait quoi? Vous me prenez au dépourvu, je vais réfléchir, je reviendrai dans 3-4 mois vous le dire. Merci beaucoup Nawel Saïdi, merci Taïb Mahal d'être venu dans Café Noir, c'était un plaisir pour nous. C'est gentil. Tout de suite les infos avec Mohamed Ali, au revoir. Café Noir. Et c'est pour qui les cafés? Une émission présentée par Nadir Hadawi. Ça déménage.